Stop! Viens découvrir l'apnée dans les plus beaux lacs alpins d'Europe. Thonon, Évian, Annecy et le lac du Bourget. Explore un environnement unique, une équipe pédagogique au top et des installations incroyables. Et avec France Apnée, c'est toute l'année. Retrouve-nous sous la glace à Tignes, Courchevel et Montriond. Envie de te former? Tu es au bon endroit, du baptême jusqu'au niveau instructeur. Bref, france-apnée.com. À bientôt. Bienvenue sur la Freediving Family, le podcast 100% apnée, 100% francophone. La Freediving Family, ce sont des interviews pour explorer les motivations, les peurs, les déclics et découvrir les parcours inspirants de nos femmes et nos hommes dauphins. Je suis Julien Moreau, membre de l'équipe de France d'apnée AIDA 2024, ainsi qu'AIDA Master Instructeur. Mais je suis avant tout, comme vous, un amoureux de l'océan et de la communauté apnée. Depuis 2021, je parcours le monde, de Bora Bora au Blue Hole égyptien. Sur ma route, je tends le micro aux freedivers vivant leur rêve de grand bleu. Installez-vous confortablement et bonne écoute à vous. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la Freediving Family, le podcast 100% apnée. Cet épisode est aussi soutenu par l'école d'apnée Blue Addictions. Elle est basée dans le sud de la France, à La Londe-les-Morts et Born-les-Mimosas. Depuis 2011, Blue Addictions propose des formations AIDA et FFESSM. Vous pouvez vous y former comme MEF1, passer votre RIFA ou encore faire votre AIDA 4. Que vous soyez un club, un débutant curieux ou un apnéiste confirmé, Blue Addictions vous propose des stages variés, des masterclass avec des grands noms de l'apnée, des ateliers sur la compensation avec Federico Mano. Blue Addictions dispose de 2 semi-rigides équipés de potence amovible et de 2 centres pour vous recevoir avec confort. Blue Addictions, c'est aussi une équipe d'apnéistes compétiteurs au niveau international, avec la Blue Addictions Pro Team. Merci à l'équipe Blue Addictions de soutenir le podcast Freediving Family. Cet épisode est sponsorisé par POI, Paris Underwater Adventure, le premier club d'apnée professionnel de la capitale. 5 créneaux piscine par semaine, fosses régulières du débutant à l'athlète, pour le fun ou la compète. Rejoignez Adrien et son équipe, la POI Family. Plus d'infos dans la description avec le petit code promo qui va bien. Bonjour la FF, c'est Juju. Aujourd'hui, vous allez avoir la chance d'écouter le multiple champion du monde d'apnée indoor, Guillaume Bourdila. Et non, Guillaume Bourdilla. Il tient à rectifier cela, on dit bien Guillaume Bourdila. Alors attention, la prochaine fois que vous parlez de notre champion, on dit bien Bourdila. Guillaume, c'est un ovni, ou encore un FMCDHN, un freediver multicasquette de haut niveau. Dans le milieu de l'apnée, il est extrêmement polyvalent. Il est aussi bien sélectionné en équipe de France indoor, enfin dans la piscine, ou dans l'équipe de France profondeur. Ce qui est rare, voire vraiment unique dans notre sport. Ensemble, nous parlons de sa préparation physique, de comment il vit de l'apnée en tant que professionnel. Et oui, l'apnée est un métier à temps plein pour certains de nos champions. Et merci à vous les sponsors d'aider nos athlètes, et ça fait vraiment plaisir de voir des champions qui gagnent leur vie grâce à ce sport, même si ça reste compliqué souvent de boucler les fins de mois. Guillaume revient aussi sur son record du monde de profondeur bipalme qu'il a hélas loupé. Et d'ailleurs, cette annonce avait vraiment surpris le grand champion Alexei Molchanov. On va en reparler après. Nous parlons aussi de son goût pour la compétition qu'il entretient parfois avec sa maman lorsqu'il s'agit de pâtisserie. Bref, j'ai adoré discuter avec Guillaume, qui en plus d'être un grand champion, il est sympathique et déconneur. Faire les choses sérieusement, sans se prendre au sérieux, c'est l'une des devises de Guillaume Bourdila. Chers auditeurs, chères auditrices, si vous aimez la Freediving Family, s'il vous plaît, prenez le temps de noter 5 étoiles de mer, le podcast sur Spotify et Apple Podcast. N'hésitez pas à laisser un commentaire et surtout partager les épisodes à vos copains de club. Cela fait maintenant 9 mois que je vous offre un épisode tous les dimanches matins. 41 épisodes, plus de 100 freedivers prenant la parole sur les ondes de la Freediving Family. Vous êtes plus de 1000 abonnés pour 33 000 téléchargements. Merci à vous tous de répondre présent. Merci à vous de faire vivre ce podcast. Merci aussi à mes fidèles sponsors qui rendent cette émission radiophonique possible. Merci à Claire de l'école Blue Addictions. Merci à Adrien de POI, Paris Underwater Adventure, ainsi que Ben et Charles-Élie des écoles France Apnée. Merci aussi à Greg de Apnea qui nous a soutenus dès le début. Bref, merci, Maololo, Dankeschön, Shukran. Maintenant, laissons place à notre invité, Guillaume Bourdila, le champion des bassins et des profondeurs. C'est sur la Freediving Family
et ça commence maintenant. Salut Guillaume! Eh ben, salut Julien. Bon, ça me fait super plaisir de te recevoir sur la Freediving Family. Donc Guillaume, tu fais partie des élites, tu es un des meilleurs freedivers au monde, et surtout tu es un des freedivers avec le plus complet, qui est très polyvalent. Tu fais bien de la piscine comme de la profondeur. Tu es capable de plonger à 113 mètres en immersion libre, comme de réaliser 306 mètres en dynamique monopale. Ma première question, Guillaume, sera consacrée à cette incroyable performance que tu as fait sur tes 306 mètres en dynamique. Parce que personnellement, je ne sais pas comment tu fais pour faire plus de 300 mètres en piscine. Je fais 120 et j'ai vraiment l'impression que je vais mourir. C'est que de la souffrance. D'ailleurs, il y a Clément Le Saffre, il utilise les termes de repousser les portes de la mort et de l'inconfort. Je voulais savoir comment tu fais pour atteindre ces fameux 300 mètres et surtout quel type d'entraînement tu fais en piscine pour pouvoir atteindre ces distances. Eh ben, écoute, merci beaucoup déjà de me recevoir. Oui, 306 mètres, c'est assez long. On passe beaucoup de temps sous l'eau. Alors, j'irai pas jusqu'à dire qu'on repousse les portes de la mort comme Clément, mais oui, c'est des grosses apnées qui demandent en fait beaucoup d'engagement physique à ce niveau-là. Beaucoup d'engagement physique et évidemment mental, mais surtout physique, j'ai envie de dire, à ce niveau, parce que on est obligé de faire beaucoup de préparation physique à côté et beaucoup de, voilà, passer aussi beaucoup de temps sous l'eau pour pouvoir aller aussi loin, tu vois. Donc beaucoup de préparation physique. Donc je suppose que tu fais de la piscine, bien entendu, mais à côté, tu as une préparation physique générale avec de la musculation, avec du cardio. Tu peux nous décrire un peu ce que tu fais à côté de la piscine? Ouais, eh ben écoute, beaucoup de, ouais, c'est ça, de la préparation physique en fait assez générale, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, on essaie d'être assez polyvalent et l'endurance fait aussi partie du socle, si tu veux, qui nous permet d'aller loin. Et après, il y a évidemment, donc moi, je vais faire plus récemment un petit peu de course à pied, même si je suis pas. J'ai un peu peur que la cage s'enraidisse un petit peu avec tous les coups qu'on prend pendant une course. Mais bon, moi là, ça me permet de faire aussi d'autres sports et puis de m'évader. Et sinon, je fais aussi énormément de CrossFit. Ça, c'est un sport que j'apprécie tout particulièrement parce que c'est extrêmement cardio et en même temps très physique et très complet. Donc j'aime beaucoup ça. Après, attention quand même au CrossFit parce qu'on prend quand même facilement du volume musculaire et c'est pas forcément ce qu'on veut finalement sous l'eau. Bah ouais. Et tu parlais de cage thoracique qui s'enraidit à cause de la course à pied. Moi, j'aurais dit qu'en CrossFit, on allait devenir un petit peu plus Golgoth costaud et tu aurais plus de mal à supporter la pression en profondeur. Ben, ouais, mais paradoxalement, presque moins, parce que si tu veux, tu vas aussi chercher des amplitudes qui sont assez extrêmes en CrossFit. Quand je pense par exemple, tu vois, à de l'haltérophilie, quand tu as la barre au-dessus de la tête, il faut que tu aies quand même une bonne souplesse de cage et étonnamment, et aussi d'épaule. Et en fait, quand tu fais une séance de CrossFit et notamment d'haltérophilie, ben, tu as une case assouplissement au début, ce qui pourrait paraître un peu étonnant. On se dirait qu'il faut soulever des poids et être un Golgoth et manger du saucisson à la fin de l'entraînement. Pas du tout en fait, hein. Les athlètes qui font de l'haltérophilie sont déjà pas très épais, hein, s'ils font que de l'haltérophilie et pas pardon, du CrossFit. Donc il y a moins de volume et donc du coup ils sont très très forts et plus légers. Et puis ils ont une amplitude pour les meilleurs qui est juste fabuleuse, quoi. Donc nous, ça nous sert aussi parce que bah, la souplesse des épaules, bah, ça joue un peu quand même en piscine. Ok. Donc du CrossFit, un peu de course à pied, et pour travailler ton cardio fondamental ou travailler ta VO2 max, ta consommation maximum d'oxygène, est-ce que tu fais du fractionné en nage, du fractionné en bipalme? Qu'est-ce que tu fais pour travailler un peu un rythme cardiaque lent? Bah alors, le rythme cardiaque lent, moi je vais le faire pas mal sur du vélo. Alors là, c'est plutôt du vélo d'appart, à vrai dire. J'ai la chance d'avoir un bon partenaire qui m'a gentiment offert un très beau home trainer. Donc je peux mettre mon vélo et puis faire du vélo quand il fait pas très beau, parce que souvent la période en fait de piscine tombe pas forcément très très bien. Alors là, on a les World Games qui poussent jusqu'au mi-août, jusqu'à mi-août, mais en réalité, la plupart du temps, on finit en juin.
Donc avant ça, si tu veux, on a surtout des... Bon, on n'est pas dans l'été, quoi. Donc voilà, pas mal de vélo. Et puis après, on a aussi pas mal d'entraînement piscine, en fait, hein, tout simplement, hein, où on fait, et là c'est avec mon entraîneur russe, Michel Kitchev, où on fait énormément de préparation finalement dans l'eau, avec beaucoup de, de, de nage qui pourrait s'apparenter, si tu veux, à du fartlek, quoi. C'est quoi du fartlek? C'est du fractionné, tout simplement. C'est du fractionné, ok. Donc par exemple, Exactement. tu vas faire quoi? Tu vas faire du 10 fois 50 en crawl avec 30 secondes de récup, des choses comme ça? Alors, ça va pas forcément être du crawl, ça va surtout être de la nage avec palme. Comme ça, on garde toujours le contact avec les palmes. Et puis, enfin, moi, ça me permet de garder un contact avec les palmes et toujours faire un petit peu de technique en même temps qu'on travaille, si tu veux, le foncier. Mais ça va être, par exemple, eh ben, tu vas faire 200 mètres et puis dans ces 200 mètres, tu vas avoir 25 mètres d'apnée imposée, tu vois, à la fin, avec un rythme soutenu sur 150 mètres, enfin 175 mètres avant. Et ça, Hmm. tu le répètes 4, 5, 6, 6 fois, tu vois. Et voilà, c'est des exercices comme ça qui te rentrent dedans, hein, clairement, hein. Hmm. Et après, on a aussi pas mal, alors là, c'est plutôt de la puissance, tu vois, force et puissance, où on travaille énormément en binôme et aussi avec pas mal d'élastiques. Donc, c'est, tu sais, des ceintures que tu Hmm. viens accrocher autour du bassin, et puis l'élastique, tu l'accroches au bout du mur, et puis tu peux nager jusqu'à 25 mètres. En général, ils sont bridés jusqu'à 25. Et là, bah là, c'est la quintessence du cardio, j'ai envie de dire, parce que là, Hmm. ça fait très très mal, quoi. Ok, donc par exemple des 175 mètres rapides avec des 25 mètres d'apnée pour habituer le cœur bah, à faire de l'apnée avec bah, un cœur qui tape fort. Ouais, exactement. Euh, Alors, en fait, des c'est apnées avec élastique, hypercapnie, hypercapnie. ok, tolérance Hyper- CO2. Ouais, exactement. Et après, tu arrives dans des phases un peu spécifiques, hypoxiques avant les compétitions? Bah ouais, après, on charge évidemment au niveau des compètes, enfin, avant les compétitions, on va charger énormément en tout ce qui est hypoxie, hein. Hypoxie, on va vraiment en manger. Et là, tu vois, il me reste 2 semaines avant les World Games, justement, et on est vraiment en plein dans la phase d'affûtage. Et quand on parle d'affûtage, c'est augmenter l'intensité. Et nous, quand on augmente l'intensité en apnée, c'est la longueur, la durée des apnées qui sont de plus en plus longues. Et là, on est vraiment là-dedans, quoi. Donc, on passe vraiment beaucoup, beaucoup de temps sous l'eau. Donc temps d'apnée qui augmente, distance qui augmente. Et par exemple, là, ta dernière série, ça a donné quoi pendant ton entraînement? Parce que je me rends pas du tout compte. La dernière série, alors, bah, c'était sur ma... Nous, on s'entraîne que sur bassin de 50. On a cette chance-là, déjà, par rapport à beaucoup Tu t'entraînes d'apnéistes. toujours à Toulouse? Ouais, toujours à Toulouse, ouais. Ouais, ouais, depuis maintenant 10 ans. Ça y est, on est dans la 10e année. Donc ouais, toujours sur un bassin de 50. Là, la dernière séance que j'ai faite, c'était pas plus tard que vendredi dernier, hypoxie à fond. Et là, on a fait 175 DNF, 2 fois 150 DNF et 2 fois 125 DNF. Voilà, sur la même séance. Donc pour les auditeurs qui connaissent pas trop l'apnée, DNF, ça veut dire dynamique no fins. Ça veut dire que il est C'est à la ça. brasse, il a pas de palme, pas de monopalme, pas de bipalme, et c'est super dur. C'est ça. Et puis là, c'est quand même des grosses apnées, hein, quand on commence à être au-delà des 3,30 quand on fait du. Enfin, on s'approche des 3,30 quand on fait du 150 mètres. Donc ouais, et puis le 175, voilà, ça commence vraiment à taper déjà, quoi. Et là, Guillaume, qui arrive à te suivre dans le club où tu t'entraînes à Toulouse? Est-ce que tu as un acolyte toujours avec toi ou tu es un peu tout seul? Non, bah, j'en ai pas un, à vrai dire. J'en ai plein. Et c'est ça qui fait aussi la force de ce club-là. C'est que j'ai la chance d'avoir beaucoup de personnes qui me suivent et qui sont super sympas parce que, en fait, moi, je l'ai toujours dit, hein, l'effet de groupe est quelque chose d'hyper important, hein, pour moi, hein. C'est-à-dire que m'entraîner seul, j'y prends aucun plaisir, mais Ouais, c'est alors dur. vraiment rien du tout. C'est vraiment très compliqué. Donc, d'avoir en fait un club avec plein d'acolytes comme ça, en fait, qui se relaient finalement parce que bah, ils ont un travail, hein, contrairement à moi où l'apnée est mon boulot. Bah, ils sont pas toujours avec moi, malheureusement. Ils ont aussi des vies personnelles, familiales, voilà, travail, etc. Donc, non, je les remercie, hein, franchement, d'être avec moi. Il y a Kevin Provanzani qui m'accompagne depuis le début, hein, c'est pas très compliqué.
Romain Donc Kevin Cassel. qui a été champion de France en 16x50, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça? Ouais, même deux fois vice-champion du monde. Donc c'est une grosse pointure, hein. Hmm. Là, Et Kevin qui fait aussi de la profondeur et qui est super sympathique, donc on le salue. c'est ça, exactement. Il s'y est mis là. Et puis d'ailleurs, là, il est en Corse. J'espère que ça se passera bien pour lui. En tout cas, je croise les doigts. Je suis le parcours avec attention. Je peux pas être malheureusement avec lui parce qu'on n'a pas les emplois du temps qui coïncident. Et ça, c'est franchement un des trucs qui nous frustre. Ouais, je vais y arriver. Hmm. Plus entre nous deux. Mais bon, je pense qu'on va réussir à plonger ensemble quand même un de ces jours, quoi. En profondeur. Et Guillaume, comment il s'appelle exactement ton club d'apnée là où tu t'entraînes? Alors j'en ai deux, à vrai dire. Enfin, j'ai deux. J'ai un club de nage avec palme dont je suis le président et qui s'appelle le Toulouse Métropole Palme. Donc c'est là où on a notre entraîneur de un peu de génie, j'ai envie de dire, parce qu'il s'appelle Michel Kitchev. Il a entraîné d'abord des nageurs avec palme, hein, avant tout des nageurs avec palme, à vrai Michel dire. Kitchev, ça fait un peu russe, ça fait un peu Bah, c'est tortionnaire. totalement russe, hein. D'ailleurs, Ouais. il parle avec un bel accent russe et je crois qu'on devient un, un kitschévien, j'ai presque envie de dire ça, tu vois, à force de le côtoyer, parce qu'on commence à parler comme lui. Il y a des moments où on me dit, mais t'oublies des articles là, quand même, Guillaume, non? Je suis là, bah ouais. À force de parler avec Michel, c'est comme ça. Mais oui, du coup, notre entraîneur russe, là, c'est vraiment un entraîneur de légende, hein, dans le monde de la nage avec palme. Et du coup, voilà, j'ai ce club-là, Immersion Libre, pardon, le Toulouse Métropole Palme, et j'ai du coup le deuxième club qui s'appelle Immersion Libre. Pareil, avec qui je nage depuis les débuts et avec qui beaucoup de personnalités m'ont accompagné en fait pendant ces 10 dernières années, dont Fabien Clément. Ton Fabien Clément, ok. Bah, merci pour ces précisions, Guillaume. Tu as dit quelque chose qui est très intéressant, c'est que bah, tes camarades de piscine, ils ont un travail à côté, mais toi, tu es un professionnel du milieu de l'apnée, hein, tu as des multi-titres de champion du monde, tu as plusieurs records du monde, et je suis très heureux d'entendre que tu es professionnel, que tu arrives à gagner ta vie grâce à ça. Euh, Comment ça se mélange? T'as des subventions publiques, t'as des sponsors financiers. Comment t'as réussi à tout mélanger pour réussir à devenir un pro de l'apnée? Bah écoute, c'est surtout, je pense, dû au hasard un petit peu, hein, j'ai envie de te dire. Alors, il n'y a pas que du hasard là-dedans, mais il y a aussi de belles rencontres. Et les belles rencontres, ça fait partie des rencontres que tu as avec les partenaires et les sponsors. Et aujourd'hui, ce qui me fait vivre, et j'espère pour encore un bon moment, mais c'est pas évident, hein. Même si on dit qu'on a envie, je dois avouer que c'est Hmm. on compte souvent les sous à la fin du mois quand même, hein, parce que tout ce qu'on gagne finalement, on l'injecte, tu vois, dans la carrière apnée, hein. Donc pour l'instant, il y a pas de subvention publique, hein. Ça, enfin, il y en a très très peu, hein. Pour être très honnête, la région me donne vraiment une toute petite aide, mais c'est même pas le SMIC, tu vois, Mhm. même pas la valeur du SMIC sur une année, hein. Donc, divisé par 12 ça fait vraiment pas grand-chose. Ouais. Mais c'est toujours une aide précieuse. Et puis après, bah, il y a la région, évidemment, le COREP, comme on dit. Donc, c'est le comité régional d'apnée qui m'aide aussi un petit peu. Et puis après, bah, la plus grosse partie des sous que tu peux gagner, ça va se trouver finalement via les sponsors et les partenaires. Et puis après, bon, bah, il y a des petits prize money que l'on peut gagner de temps en temps, mais c'est une fois par an et c'est sur les plus gros championnats internationaux, Mhm. quoi. Donc la région t'aide, le Corep t'aide, les sponsors, Oui. plus les Pracimonet. Ouais, exactement. Et on a aussi, et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir, parce qu'on ne parle pas de l'aspect matériel, hein. Souvent on parle que de l'aspect financier, mais l'aspect matériel est aussi méga important et les partenaires matériels me permettent aujourd'hui, tu vois, de m'équiper sans Mhm. verser un seul centime. Et ça fait économiser quand même beaucoup d'argent. C'est clair. Je pense à Orca qui te suit ou t'as encore Ouais, les marques de Palm 7 Composite? exactement. Setma, ouais, aussi, ouais. Et puis, je peux que vanter les mérites finalement de Setma. Ouais, déchire, elles sont trop bien, ouais. Ouais, ils sont top. Ouais. Ils ont du super matériel. Non, franchement, j'en suis ravi. Moi, ça fait maintenant 4 ans qu'on travaille ensemble et 4 ans que je suis très heureux d'être avec eux. Il y a Orca, évidemment, ouais. Donc ça, c'est plus la partie combinaison. À vrai dire, avant, j'étais chez Epsilon, pour être très honnête.
Et les combinaisons, voilà, les combinaisons devenaient un petit peu limite pour moi et il a fallu que j'évolue sur une autre marque. Et la marque aujourd'hui que j'utilise, c'est Orca et ils ont une énorme expérience finalement de triathlon puisque Orca, c'est Ouais. une marque néo-zélandaise, si je dis pas de bêtises, qui fait des combis de triathlon à la base. Et c'est autant te dire qu'ils ont une expérience sur la coupe des vêtements qui est juste dingue. Donc quand tu y rentres, en général, tu es tout de suite à l'aise, Ouais, même c'est si ultra t'as pas les pieds en flexible. mode. Ouais, c'est ça. Et t'as éveillé ma curiosité. Quand on prend un prize money, quand on devient champion du monde CIMAS ou champion du monde AIDA, combien on touche? Combien nous donnent les fédérations? Alors ça, c'est une excellente question. Tu vois, par exemple, pour la Fédé, la FFESSM, donc il faut savoir que la CMAS ne donne pas d'argent, donc ça va être la fédération hein, directement qui te versera finalement une bonification à la médaille. Et quand tu es champion du monde, tu touches 3 000 € voilà, à la médaille. Ok. Ensuite, tu as 3000 2000 et euros, ça veut dire médaille d'or. exactement. Donc Ok. il faut aller chercher une médaille d'or pour gagner les 3000. Donc c'est autant te dire que 3 000 € l'effort que tu dépenses et tout l'argent aussi que tu y mets, Mm. ça te rembourse même pas l'année, quoi. Mais bon, après, on fait pas ça non plus pour l'argent, hein. On fait aussi ça pour la performance. Enfin, de mon côté, il y a plein d'autres motivations. Et Ok. Et chez, après, chez AIDA, euh, il y a aussi oui, des prize j'allais money? t'en parler, effectivement, ouais. Chez Aïda, c'est un petit peu différent cette année. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'avait un peu poussé, à vrai dire, à me diriger vers le circuit AIDA cette année parce que j'y étais pas avant et parce que mon emploi du temps me le permettait pas énormément. Là, le price money pour la première place, il est de 1 500 €. 1500, ouais, 1 500 €. Et puis, je crois, pour un record, si je dis pas de bêtises, c'est 2000. Et après, il y a le podium, le Molchanov, comment on Oui, appelle ça? c'est l'overall. Exactement, Molchanova Award, Ouais. et qui, lui, te donne accès à 2 000 €, je crois, pour la première place. Ok. Donc pour les auditeurs qui hésitaient à changer de métier et devenir freediver pro, on C'est peut pas le bon plan. constater que c'est pas le meilleur sport pour devenir extrêmement riche comme un footballeur, un joueur de basket ou même du BMX. Non, ouais, non, totalement, totalement. Mais bon, après, c'est ça qui est sympa. On a aussi des partenaires qui sont là pour nous et qui nous supportent. Et d'ailleurs, j'ai pas parlé tout à l'heure de Garmin, mais Garmin est un de mes gros partenaires principaux hein, qui me finance aussi. Et le plus gros partenaire que j'ai, il s'appelle le groupe Duval. Donc eux, ils font de l'immobilier, ils sont basés à Paris. Et c'est voilà, c'est ce genre de partenaire, c'est des belles rencontres à la base et qui se transforment en beaux partenariats. Et je pourrais jamais les remercier autant que ce qu'ils m'apportent en réalité. Et aujourd'hui, si par exemple demain, moi je suis une entreprise et je veux t'aider, est-ce qu'il y a possibilité de faire du sponsoring, mais est-ce qu'il y a aussi possibilité de faire du mécénat et de défiscaliser des montants que je te donnerais pour te soutenir? Alors en réalité, oui, dans le sponsoring, il y a deux choses. C'est effectivement, il y a le mécénat, qui est, je crois, si je dis pas de bêtises, 66% ou 60% de ouais, défiscalisation. 60% en fait de défiscalisation directe, hein. Le seul souci là-dessus, c'est que si on fait un mécénat direct avec l'athlète, le, le sponsor ne peut rien attendre en échange. C'est-à-dire que c'est en fait comme presque un don, j'ai envie de dire. C'est un don en fait, hein. Mm. C'est Bah alors pas, ça, c'est pas tout à fait vrai. Tu as le droit à 25% de rétribution maximum. Alors, si tu passes par une association, effectivement, je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Ouais. Pour les assos, en tout cas, si tu donnes 100 euros, tu as le droit de redonner 25 euros de, par exemple, de visibilité ou de... Ouais, Mais pour les athlètes, c'est c'est différent plutôt- alors. ouais, pour les athlètes, c'est différent. Ouais. Normalement, le mécénat, en fait, il n'y a pas d'échange du tout, hein. Tu peux Mm. pas, si je dis pas de bêtises, tu peux pas du tout avoir d'échange. Après, par contre, si tu passes par un contrat de sponsoring, en fait, la plupart du temps, c'est un contrat d'image. Et là, les Mm. entreprises vont pouvoir, en fait, le faire passer comme une charge hein, Mm. dans l'entreprise. Et donc le faire passer dans le résultat fiscal à la fin, quoi. Donc voilà, donc c'est effectivement c'est de la charge de communication la plupart du temps les entreprises le font passer comme ça. Sinon après bah il y a l'autre solution de passer par une association d'utilité publique
Et dans ce cas-là, il y a une défiscalisation qui se fait à hauteur de 60% pour l'entreprise directe. Mais bon, souvent les associations prennent aussi un petit pourcentage sur une petite commission sur aussi le transfert, quoi. Voilà, Hmm. parce que c'est un jeu d'argent, hein. Ça passe par le compte finalement de l'association et l'association ensuite reverse à la tête. Voilà, c'est un peu. Ouais, c'est pas Voilà. forcément facile de d'être un Non, freediver pro. En tout l'État cas, français ne félicitations facilite et pas félicitations la d'avoir tâche. réussi. Merci beaucoup. Je crois d'ailleurs que c'est même plus ça qui est dur que de faire des records du monde, non? Ah bah oui, clairement, hein, j'ai envie de dire, c'est le financier qui dirige tout parce que il y a quelques années, j'avais effectivement moins de sponsors et moins de partenaires. Et quand tu plonges et que tu as en tête de te dire, purée, comment je vais finir le mois et je sais pas du tout comment va se passer le mois suivant, c'est hyper anxiogène. Donc, Hmm. en fait, tu peux jamais être à 1000% finalement voilà, dans la réussite finalement. Ouais, c'est compliqué. Bon, en tout cas, merci d'avoir répondu à ces questions sur le domaine de l'argent dans le milieu du sport et surtout dans le milieu de l'apnée, parce que finalement, il y a peu d'athlètes freediver pro. Il y a toi, et il y a Arnaud Gérald aussi qui gagne bien, qui gagne sa vie avec les Ouais, sponsors. très Je bien, ouais, crois d'ailleurs, que Brandon. Alice Modolo aussi s'en sort. Guillaume Néry Ouais. s'en est sorti à une époque. Euh, Je crois qu'il s'en sert toujours, hein, mais oui, on est vraiment très très peu. Il y a Stéphane Toureau aussi, hein. Bon, on est quelques-uns, mais c'est vrai que par exemple, si on parle de tennis professionnel, on est loin du nombre de personnes qui sont professionnelles et qui ne font que ça à temps plein, quoi, hein. hmm. C'est clair. En tout cas, à nous de faire grandir notre sport, de le faire Et gagner en oui, visibilité. C'est pour ça d'ailleurs que le podcast existe, c'est pour toucher un maximum de public. Tout à l'heure, Guillaume, tu parlais d'une compétition qui arrive et qui sort un peu des fédérations. C'est les World Games. Alors, c'est quoi? ouais. Où ça va se passer? Quelles sont tes ambitions sur les World Games? Alors, les World Games, c'est la première fois qu'on y est. C'est organisé par le CIO, donc c'est réellement en fait des petits JO, hein, pour des disciplines qui sont un petit peu plus confidentielles, j'ai envie de dire. On est envoyé d'ailleurs par la Fédé, mais on est financé par le CNOSF, donc le Comité olympique français. Donc ça n'a absolument rien à voir, comme tu le disais. Alors on est quand même relié et rattaché, hein, à la Fédération, hein, française d'études de sport sous-marin. Mais ça sort effectivement un petit peu de ce contexte fédéral cette fois-ci. Et les World Games, bah, c'est pas très compliqué, vu que là, c'est des petits JO. On est en démo pour cette année. Donc l'apnée piscine sera en démo, pas l'apnée profondeur, hein. Il y aura seulement deux sports qui ont été sélectionnés pour être en démo. Donc ça sera le dynamique bipalme et pardon, dynamique monopalme et le dynamique sans palme. Donc parcourir la plus longue distance Donc, possible DIN et DNF. Ouais. ouais, exactement, sur un bassin de 50 en mono et puis en brasse. Et là, les enjeux sont quand même énormes parce que bah, ça a lieu tous les 4 ans comme les JO. On ne sait pas si ça va avoir lieu encore dans l'histoire de l'apnée. Donc on espère y rester, mais vu qu'on est sport démo, on ne sait jamais, hein. Ouais. Et cette année, les sélections ne se font pas par le biais de la Fédé. Donc c'est pas une équipe de France qui se déplace. Alors on est une équipe de France, mais c'est pas la fédération qui va sélectionner l'équipe. C'est-à-dire que c'est les athlètes en ayant fait la saison dernière qui se sont sélectionnés. Et on n'est que 10 au monde, dans 10 femmes et 10 hommes à être sélectionnés pour participer à ces Jeux qui se Waouh. dérouleront en Chine. Donc Ok. autant te dire que le niveau est extrêmement relevé, quoi. Et toi, bah du coup, t'as été pris parce que t'as les records du monde, t'es champion du monde, quoi. C'est ça, mais bon, peu importe c'est ça qui est assez drôle, hein, finalement, mais c'est en même temps le jeu aussi des JO, hein, parce qu'il y a des athlètes qui sont extrêmement bons et qui sont finalement pas pris parce qu'ils n'ont pas fait des sélections et ils n'ont pas Hmm. réussi à être dans les temps, etc. Bah nous, c'est un peu pareil, hein. Moi, j'ai réussi à être champion du monde l'année dernière et à réaliser en fait la meilleure performance mondiale en monopalme sur la saison précédente. Et donc, 306 mètres, 60 centimètres, c'est ça? alors non, ça c'était encore l'année précédente. Moi, j'avais fait 300 l'an dernier, tout pile. Ok. Voilà. Et là, effectivement, bah, tu es sélectionné là-dessus et pas sur autre chose. Donc, si j'avais loupé cette chance-là, bah, ça aurait été très compliqué pour moi
de pouvoir me sélectionner sur les World Games. Même si, donc en fait, ma sélection finalement, c'est joué sur une seule compétition. Ok. Ouais. Donc 10 hommes, 10 femmes. Mais il y a combien de Français du coup? Et ben, on est deux Français, voilà. Une Française, Céline Jacqui, et moi, C'est voilà. qui la Mais Française? Céline Jacqui. Bah, je connais pas. Céline Jacqui? Ouais, exactement. Bah, elle est en piscine aussi, hein, très très forte, hein, puisqu'elle a le record de France, si je dis pas de bêtises, en brasse, à plus de 170 mètres, Ok. si je dis pas de bêtises. Et bah, tu vois, on en apprend tous les jours. Je connaissais pas Céline Ah Jacqui. ouais. Ouais, ouais, aussi une très belle athlète, hein, parce qu'elle est super, ouais, super costaud, hein, souvent. Donc, non, voilà, on n'est que deux à partir, en tout cas pour la partie apnée, et puis aussi il y a la nage avec palme qui nous accompagne, parce que eux, c'est vraiment leur JO, hein, clairement. C'est au-dessus, si tu veux, enfin, représenter chez le nageur avec palme, le mondial est en dessous des World Games. Voilà, les World Games, Ok. c'est vraiment la quintessence de leur discipline. Pour la nage avec palme, il y a quelle discipline? Oula, alors là, par contre, je ne veux pas dire de bêtises parce que là, je Ouais. connais très très peu. Il y a pas le Mais 50 mètres sprint en apnée? si, si, alors ça, oui, exactement. Ouais, ouais, bien sûr. Il y a le Ouais. 50 up, ils appellent ça. Et d'ailleurs, on a un très très bon nageur là qui vient de chez nous, là, qui commence à percer un petit peu. Puisqu'il a remporté, il nous a fait deux records de France cette année sur le 50 AP. Il s'appelle Tom. Et ce Tom-là a nagé en dessous des 14,50 aux 50 mètres. Donc je ne sais pas si Waouh. tu te rends compte, mais c'est Si, si. hyper. J'avais fait les championnats de France de nage avec palme sur 50 mètres sprint et j'avais fait 21,81. Et il y avait un mec dans la ligne à côté de moi, il avait fait 17 secondes. Alors, 14 secondes, j'imagine même pas, c'est une fusée, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Quand tu le Waouh. vois nager et quand il est à l'entraînement, là, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, c'est très beau à voir hein, parce que quand tu vois ça sous l'eau, c'est impressionnant. Une torpille, quoi. Ah ouais, ah, vraiment. Des compétitions, t'en as fait un paquet. Des médailles autour du cou, t'en as eu pas mal. Des records du monde aussi. Comment tu fais pour gérer le stress et la pression en championnat du monde? Est-ce que tu as des rituels? Est-ce que tu as un préparateur mental? Alors, j'ai pas de préparateur mental. C'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu dérangé. Enfin, pas dérangé, mais ça a toujours été un petit peu mon point fort, en fait, hein, la partie mentale. Donc, j'ai jamais eu ce besoin jusqu'à présent d'avoir un préparateur mental. Mais après, la gestion, en fait, du stress, elle se fait. Moi, c'est tout bête, hein. J'ai une gestion du stress qui est quand même assez facile, mais je me déverse un petit peu sur les camarades qui sont autour. Je parle beaucoup, je fais un peu l'âne de temps en temps, je fais un peu le bout en train, à vrai dire. Hmm. Mais c'est aussi ça qui me permet de délester un peu mon stress en compétition. Et puis après, bon, bah, à force, comme tu l'as dit, de faire des compétitions, d'être dans cet environnement stressant, etc., c'est quelque chose auquel tu t'habitues. Même si au début de chaque saison, je dois avouer que le retour en compétition est toujours un petit peu difficile parce que tu passes d'un environnement qui est super sympa avec les copains à l'entraînement, etc., à quelque chose de beaucoup plus strict où tu te retrouves tout seul dans ta ligne d'eau ou sur le câble. Donc oui, non, c'est la préparation mentale, si tu veux. Voilà, c'est quelque chose pour moi que je fais naturellement et auquel je ne pense pas du tout. Donc tant mieux, j'ai envie de te dire. Ouais, ouais. Donc le mental, ça a été naturellement ton point fort. T'as pas de rituel pour, à part faire un peu le bout en train, faire des blagues pour décharger le stress avant le départ. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que tu as Non, trouvé un peu ton why, tu vois? Pourquoi tu fais ça? Est-ce que c'est parce que tu veux être le numéro un au monde? Est-ce que c'est parce que tu es simplement heureux dans la communauté? Est-ce que parce que tu as un sentiment de revanche sur la vie? Enfin, qu'est-ce qui t'anime au fond? disons que alors le sentiment de revanche sur la vie, c'est un bon point hein, parce que moi, j'ai jamais été un grand scolaire et un très bon élève quand j'étais jeune. Donc ça, si tu veux, c'est pas quelque chose qui me faisait briller hein, à Mm. l'époque. Et en fait, quand j'arrivais dans le sport, c'est toujours quelque chose qui me rendait, voilà, et j'étais fier de pouvoir montrer mes capacités physiques parce que ça marchait bien et que j'avais des facilités aussi sur n'importe quel sport à peu près.
tout ce que je touchais, c'était hyper facile et j'avais aucun souci, que ce soit endurance, enfin n'importe quoi en fait, hein. T'es tout de suite très bon. Et puis la communauté, tu en as parlé, c'est une communauté qui est quand même hyper cool. J'ai fait beaucoup d'escalade aussi avant de faire de l'apnée et ça me fait un petit peu penser à la communauté de grimpeurs, hein, j'ai envie de dire. Parce que c'est des communautés qui sont très très cool, très, très ouvertes et toujours très souriantes en général, très accueillantes. Donc c'est aussi ça qui a fait son charme dans la discipline. Et puis la dernière chose, tu l'as dit en première, c'est cette envie de gagner, hein. Ça, moi, je suis un grand compétiteur. Je pense que je peux pas le cacher. J'aime beaucoup la compétition et c'est quand même ce qui a animé mes plus grandes victoires jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y a des fois où je me suis révélé brillant alors que dans la compétition, hein, je parle, hein, et plus particulièrement sur un championnat d'Europe où j'avais battu le record du monde à 236 mètres en brasse, où rien ne me prédestinait à aller à cette distance-là et où je bats mon record de 30 mètres C'est parce énorme. que ouais, Mateusz Malina avait fait 234 au début de la compète et j'avais qu'une seule idée en tête, c'était de le toper, quoi. Donc tu vois, ça, il y a quelque chose qui me transcende à un moment donné aussi au niveau de la compétition et ça, c'est ce qui fait partie de ma force mentale, quoi. Et cette envie de gagner, je pense, c'est un truc qui anime et qui est très forte. Et cette envie de gagner, c'est quelque chose qui est dans tes gènes? Est-ce que dans ta famille, vous êtes pareil ou t'es un peu un ovni dans ta famille? Non, alors dans ma famille, si, on aime bien quand même hein, ce challenge, et puis on s'est toujours challengé entre nous, avec mes frères, avec mon père, même avec ma mère sur certains sujets. Mais Sur quoi? ouah, sur plein de trucs, honnêtement, ça peut être. Et le truc, par exemple, moi, quand je me challengeais, c'était tout bête, mais je voyais ma mère des fois qui faisait des plats excellents et j'avais juste envie de faire des fois des trucs dingues aussi. Donc je me suis mis des fois à faire de la pâtisserie par goût du challenge aussi, quoi. Faire des macarons, des trucs comme ça, enfin des trucs débiles, quoi. Mais donc oui, il y a toujours eu quand même ce truc un petit peu en nous de. Alors, on n'est pas des combattants non plus, hein, c'est pas le sujet, mais oui, il y a quelque chose quand même assez familial. D'aller chercher toujours la meilleure version de soi-même. Exactement, c'est ça. Aujourd'hui, bah, tu sais, le podcast il s'appelle Freediving Family. Du Ouais. coup, Guillaume, qui compose ta Freediving Family aujourd'hui? Ah bah, mes freediving family, c'est pas très compliqué, hein. C'est tous les apnéistes qui sont autour de moi hein, et qui m'aident à progresser au jour le jour. Parce que, et vraiment, je le redis encore une fois, hein, on est sous l'eau et on fait la performance tout seul, mais que ce soit en profondeur ou en piscine, mais on est toujours en fait dans un sport qui est absolument collectif. Et je pense que sans le collectif, ça ne peut pas exister. Donc, et on a fait justement un collectif avec la Team Abyss. Je sais pas si tu connais. Bien sûr, bah, il y a la team Abyss et il y a la team Exactement. Blue Addictions Pro Team. Vous êtes deux équipes qui veulent se professionnaliser. Et vous avez d'ailleurs Audrey Plessino, C'est Plicino, oui, ça. oui, qui cherche les partenaires pour la team Abyss. D'ailleurs, c'était une de mes questions suivantes, c'est qu'est-ce que la team Abyss? Qu'est-ce que ça vous apporte? Qui sont les membres? Et, Qui sont les membres de la Team Abyss? ouais, Eh ben, t'en as plusieurs. T'en as beaucoup. On va avoir dans le staff et dont à la création en fait de l'équipe, ça va être Christian Vogler avec justement Audrey et aussi Alice qui s'occupent du démarchage de sponsors et de partenaires et qui font un taf mais juste énorme, énorme. Voilà, je sais pas comment le dire, mais je pense que c'est presque un deuxième boulot à part entière. Et puis on a notre Kenza aussi qui s'occupe plus celle des réseaux et de la communication générale. Voilà, et puis après, dans les athlètes, on a que des athlètes de génie, j'ai envie de dire, hein. On a Eddy, on a Eddie Mathieu, Lafin, Stéphane, c'est ça. Mathieu Euh, Mareo, ouais, Walid aussi. Et Walid puis Boudifia, comme on dit? Walid Boudiaf. Boudiaf, qui est tunisien. Ouais, exactement, c'est ça. Qui est un grand champion, hein. Surtout en variable, il Ouais, avait fait à une époque, si je dis pas de bêtises, 151 ou 150 mètres en variable. Et là, son record du monde a été battu par Alexei Molchanov avec une plongée à 156 mètres en variable. C'est ça. pour ça que Ouais, Walid non, aussi était connu.
t'as que des apnéistes qui sont extraordinaires dans cette équipe-là, et puis surtout des apnéistes avec qui on a un feeling de dingue, c'est-à-dire qu'on s'entend extrêmement bien, on partage des moments qui sont juste géniaux. Alors je les vois malheureusement pas tout le temps parce que bah, moi j'ai ce que tu disais, hein, cette étiquette, et je suis l'un des seuls au monde à le faire, c'est-à-dire piscine et mer sur la même saison, ce qui devient d'ailleurs de plus en plus compliqué. Mais voilà, donc ça c'est une équipe professionnelle qu'on a, et puis après, bah, évidemment, ma freediving family aussi, et ma famille proche, c'est aussi tous ceux qui m'accompagnent et toute l'année, quoi. Donc il va y avoir Kevin, comme on en a parlé tout à l'heure, Kevin Provenzani, Romain Frey, Jean Massot, voilà, et puis il change d'une année sur l'autre, mais il y avait Benoît Laval sur les années précédentes. Enfin, voilà, que des, en fait, des gens comme ça à qui finalement je dois presque tout, parce que sans eux, honnêtement, je pourrais pas avancer, quoi. Et Michel Kitcheff, évidemment, qui fait aussi partie de cette communauté très proche. Voilà. Alors Guillaume, tu viens de nous parler de ta freediving family. Euh, J'avais une question qui concerne l'amour. L'amour, c'est un sujet qui m'intéresse de plus en plus. Et je voulais te demander, est-ce que le fait d'être un athlète de haut niveau, d'être un athlète du coup professionnel, et comme tu l'as expliqué, c'est pas toujours simple de gagner sa vie, à la fin du mois on compte ses sous, est-ce que être un athlète de haut niveau et entretenir une relation amoureuse, c'est quelque chose qui est compliqué à cause du temps qu'on peut accorder aux entraînements, à cause des déplacements, t'étais au Japon il y a pas longtemps, après tu repars aux World Games. Voilà, ma question c'était plus autour de comment tu vis le fait d'avoir une relation amoureuse quand tu es un athlète de haut niveau. Eh ben, écoute, la relation amoureuse, effectivement, quand tu es athlète de haut niveau, elle est jamais évidente, parce que comme tu le dis, tu fais énormément, et ça, les gens, en fait, ne le voient pas, hein. C'est vrai que la plupart des gens ne voient que la belle image que l'on peut donner sur les réseaux, avec les pieds dans le sable fin par moment, quand on va dans des destinations paradisiaques ou ce genre de choses, mais il y a aussi, effectivement, toute la vie personnelle qui en prend quand même un coup. Donc arriver à trouver un équilibre justement, et surtout cet équilibre avec sa relation et amoureuse, hein, en particulier là, c'est jamais évident, quoi. Là j'ai la chance aujourd'hui d'avoir ma chérie qui s'appelle Yağmur Ergün, qui elle fait la même chose que moi et qui est turque, donc elle est dans l'équipe nationale turque d'apnée piscine et aussi profondeur, hein, et qui fait de l'apnée. Donc pour moi, c'est quand même quelque chose de plutôt facile dans ce sens-là, mais c'est vrai que j'ai eu des précédentes relations où bah voilà, c'est jamais évident parce que tous les soirs on est à l'entraînement, tous les midis on est à l'entraînement, et puis c'est jamais des horaires qui sont très faciles, parce que quand on fait de l'apnée piscine, les mairies et les municipalités ne nous donnent pas des créneaux qui sont les plus beaux, donc c'est souvent Mm. tard le soir. Et Jusqu'à 22, voilà. 23 heures des fois à Paris, là c'est fou. Exactement, tu as tout compris, et Ouais. tôt le matin. Donc du coup, bon voilà, c'est aussi ça qui rend l'équilibre très fragile, quoi. Voilà, mais bon, on y arrive, hein. Il faut simplement voilà, essayer de. Il faut être à l'écoute aussi, je pense, hein, de la relation avec qui on est. Moi, je vais pas faire de la psychologie là, mais c'est un petit peu ce que j'essaye de faire, et je pense que avant, je mettais beaucoup le côté sportif en avant, et de plus en plus, bah, je suis obligé, enfin, c'est pas que je suis obligé, mais c'est que en fait, ça me fait plaisir aussi de passer un peu plus de temps aussi à l'extérieur, parce qu'il faut aussi respirer. Mm. Voilà. La semaine dernière, j'ai reçu le préparateur mental Pierre David et on Ouais, parlait ensemble de payback, le prix à payer. Le prix à ouais. payer pour être champion du monde, le prix à payer pour battre un record du monde, le prix à payer que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau de l'amour, au niveau du peu de temps qu'on va passer avec ses amis, le nombre de mariages qu'on peut louper parce que sur ce week-end-là, il y a des compétitions. Est-ce que parfois tu as des regrets sur le prix que tu as payé, que ce soit bah, socialement, financièrement, temporellement? Bah, évidemment, hein. Évidemment, tu peux toujours avoir des regrets. Après, non, c'est quelque chose quand même que je fais aujourd'hui avec plaisir, et parce que c'est quelque chose qui voilà, je suis fier aussi enfin, je veux dire, quand tu ressors avec un titre de champion du monde autour du cou, tu ne peux être que heureux, quoi, hein. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose qui peut arriver à la suite de ça.
Mais effectivement, ce que tu payes, ça coûte aussi cher. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, malgré les belles images qu'on a et qu'on met sur les réseaux sociaux. Et souvent, d'ailleurs, on me dit que quand je pars, tu vois, je pars en vacances. Oui, Ça, voilà, ouais, ça c'est me ça. ça me fait drôlement sourire Ouais. parce que ça a rien à voir avec des vacances finalement. Même quoi, bon, là, on est parti au Japon, par exemple, on a pu visiter un petit peu, tu vois, se faire plaisir. Mais imaginons qu'on parte en Grèce. Tu vois, là, je suis parti en Grèce pour les championnats du monde. Autant te dire que quand tu es en compétition et que tu arrives 2 jours ou trois avant la compétition, bah, tu vas pas te fatiguer en allant visiter, en allant. Enfin, c'est trop compliqué. Donc, quand c'est des destinations qui sont un peu lointaines, on a au moins le bénéfice d'avoir le décalage horaire qu'il faut encaisser et du coup, on a un peu plus de temps en amont. Mais sinon, on découvre pas grand-chose, quoi, hein. C'est la compétition. Et puis souvent, on est financé aussi par la fédération, donc on n'a pas le choix des billets d'avion, etc. Donc oui, oui, il y a l'impact est quand même énorme. Et puis bon, bah, autant te dire que quand tu mets 12, presque 15 000 € dans une saison d'apnée profondeur et puis que bah, tu ressors avec zéro médaille autour du cou parce que tu as foiré ton passage ou parce que dans mon cas, par exemple, sur ma dernière apnée, j'étais un peu limite et puis j'ai pris une super vague dans la tronche, Ouais. un coup de malchance énorme et puis bah, je m'étouffe pendant 10 minutes après. Bon, bah voilà, tu dis, voilà, tant d'efforts pour, Pour pour ça. ça. Ouais, ça fait chier, quoi. Et je J'ai pense peut-être déjà, faut en avoir devoir mettre conscience, le quoi. bip sur le gros mot, mais c'est vraiment ça. Mm. Mais le fait d'en avoir conscience, ça aide de faire des choix en pleine conscience et donc de réellement peut-être plus apprécier lorsque tu réussis. Ah bah ouais, bah évidemment, si tout était facile et tu vois et tout était à disposition et que tu gagnais extrêmement facilement, bah, la médaille elle aurait pas de valeur, tu vois, elle, Mm. elle aurait aucune saveur. Par contre, te dire que tu en as bavé et que tu sors de là grandi avec la médaille autour du cou, tu sais pourquoi tu as gagné la médaille quoi et tu sais où tu es allé la chercher. Et quand tu es champion du monde et que tu arrives sur le toit du monde, bah, autant te dire que bah, il y a pas de, enfin, c'est des émotions qui sont extrêmement fortes, quoi, hein. Ouais. D'ailleurs, c'est aussi des émotions que tu reprends au retour parce que tu as tellement eu des émotions fortes dans ces cas-là que quand tu rentres à la maison et que tout est silencieux, calme et t'as plus aucune sollicitation, ça devient tout de suite presque, tu rentres presque dans un épisode de dépression, tu vois, Mm. après les championnats. Donc ouais, c'est du yo-yo, quoi, être athlète. Et c'est trop bien parce que tu fais ma transition sur la question, parce qu'on discutait avec Pierre David, là, le préparateur mental, qui a accompagné plein d'athlètes, il a plusieurs médailles olympiques dans ses coachés, et il Ouais. disait, par exemple, si tu montes à 150 en émotion, et bah derrière, forcément, tu vas redescendre à 150 en émotion, mais en négatif. Donc, il disait, il faut que les athlètes acceptent aussi leur espèce un peu de dépression après des grands événements, c'est complètement normal et enfin, il faut accepter ces vagues d'émotions négatives. Ouais. Donc Oui, oui, voilà. non, mais totalement. Ouais, ouais, non, mais c'est exactement ça, hein. Enfin, alors peut-être pas, tu prends pas une vague qui est euh, équivalente peut-être à ce que tu prends en positif et en négatif, mais effectivement, la première fois que je suis devenu champion du monde, quand je suis rentré, bah, par exemple, je m'attendais, tu vois, à ce que des journaux, etc., viennent me poser des questions. Et puis, bah, en fait, putain, il y a un tel vide derrière que tu te rends compte que la communication, déjà, dans notre sport, il faut que tu la fasses toi, parce que Ah oui. sinon, t'es pas entendu. Donc, il faut aller les chercher, hein, les journaux, hein. Ça n'a rien à voir avec ce que tu peux vivre bah, sur d'autres sports, comme par exemple le tennis, la Formule 1, enfin, où en fait, la communication est déjà extrême, donc tout ça, ils sont sursollicités. Donc toi, tu arrives là, t'es champion du monde, tu es extrêmement content, et puis tu rentres à la maison, bon bah, les gens, ils travaillent autour de toi, ils peuvent pas faire la fête, tu vois, pendant une semaine, alors que toi, tu as envie qu'une chose, c'est faire ça. Donc du coup, bah, tu prends un peu ce contre-pied-là, et puis souvent, bah, là, tu te dis, merde, putain, pourquoi j'ai fait ce titre-là, en fait, bah, ça m'apporte la satisfaction finalement personnelle d'avoir réussi
une telle performance. Mais au-delà de ça, après, il faut savoir rebondir et quand même avoir la tête froide pour pas rester dans le crash, quoi, hein. Il y a ça aussi. Hmm. Et Guillaume Bourdilla, dans 10 ans, il se voit où? Guillaume Bourdilla, dans 10 ans, il se voit, ben écoute, encore avec, je l'espère, pas mal de médailles autour du cou. Mais je pense pas que Guillaume, quand même, ne dure encore 10 ans dans le sport, hein, parce que bah, comme on le disait, tu vois, avant, c'est aussi énormément de sacrifices, hein, que ce soit sur la vie personnelle, mais aussi sur la vie, bah, voilà, juste sur le financier, déjà, c'est quand même. On est à 30 ans, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut, quoi. Donc voilà. Je pense qu'il se verra, à mon avis, peut-être ouvrir une école d'apnée et transmettre ce qu'il a appris, tu vois, sur toutes ces longues années, ces belles années, j'ai même envie de dire, sur tout ça. Et voilà, j'espère avec encore le grand sourire à la banane sur les lèvres. Et cette école, t'aimerais l'ouvrir où alors? À Toulouse ou t'aimerais aller partir dans une destination? En Honnêtement, Turquie? ça pourrait être en Turquie. Honnêtement, ça pourrait être en Turquie. Les conditions là-bas sont quand même sacrément dingues, hein. Ouais, c'est Et top. notamment à Cache, là, je dois t'avouer que c'est quand même une destination qui est méga sympa. Déjà, le petit village de Cache est très sympa à vivre, hein, honnêtement. Il y a des infrastructures, enfin, t'as des petits hôtels un peu partout. Enfin, je veux dire, enfin, tout ce qui est autour accommodation, c'est top. Et puis après, bah, les conditions pour plonger, quoi. Les conditions pour plonger sont top. Donc ouais, ça pourrait être là-bas. Ok. J'aime bien poser des questions loufoques parfois, parce que ça ouvre des sujets un petit Vas-y. peu plus larges. Euh, Si je t'offrais la possibilité de voyager dans le temps et dans l'espace, Ouais. où est-ce que tu irais et pourquoi? Ben ça, c'est une excellente question. Qu'est-ce que je ferais? Je pense que j'aurais un peu plus poussé la porte de la gymnastique à haut niveau. J'étais gymnaste, alors, je dis de haut niveau hein, souvent, mais j'en ai fait de 7 à 12 ans, donc c'est pas, j'étais sur du haut niveau, mais pas non plus officiellement haut niveau. Mais il y avait de belles perspectives en tout cas hein, sur la gymnastique, quoi. C'était quelque chose qui me plaisait énormément et j'aimais beaucoup ce côté de dépassement de soi et toutes les qualités que peuvent véhiculer finalement ce sport. Voilà, de rester humble face à la difficulté et aussi avoir aussi un esprit de résilience qui est aussi important parce qu'il nous arrive souvent de chuter. Donc voilà, donc pousser cette porte-là, peut-être m'aurait bien plu. Après, est-ce que ça aurait été mieux que l'apnée? Hmm. J'en suis pas certain parce que il n'y a pas énormément de sous dans cette discipline-là, mais c'est quand même, voilà, c'est quand même, ça m'aurait bien plu. Voilà. Et Guillaume, en gymnastique, c'est quoi la discipline exactement? Et ben, la discipline, c'est la gymnastique artistique, donc c'est tout ce qui concerne en fait les agrès. Donc ça va être le sol, tu sais, le saut de cheval, la barre, les barres parallèles, la barre fixe, voilà, tout c'est le cheval d'arçon, toutes ces finalement épreuves que tu peux avoir et qui sont différentes des agrès quoi, hein, des Donc agrès à qui sont. 7 ans, tu faisais déjà des compétitions. Ah ouais, 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 bien sûr. Bah, Et t'es un d'ailleurs, compétiteur dans l'âme, quoi, depuis gamin. ah ouais, bah à 8 ans, je laisse tomber, hein. Je me rappelle encore de ma première compétition, mais j'ai un mal de ventre, mais j'en avais eu la diarrhée pendant 2 jours après, tellement j'étais stressé, quoi. Ah ouais. Ah ouais, c'était horrible. Je me rappelle, c'était horrible, mais en même temps, j'avais bien aimé, puisque je continuais derrière, quoi. Hmm. Donc les diarrhées de stress à 8 ans, ça te permet, donc là, à 30 ans, d'arriver sur les championnats du monde serein, avec quelques blagues. Ouais, c'est exactement ça. Bah ouais, mais je pense que il faut aussi avoir un petit peu de décontraction, quoi, hein, aussi dans sa pratique. C'est-à-dire qu'il y a effectivement le moment où il faut être sérieux et être concentré sur ce que l'on fait. Et je pense aujourd'hui pouvoir faire vraiment la part des choses entre les deux, quoi, hein. C'est-à-dire que je peux effectivement déconner les 4 ou 5 minutes avant de Ouais. partir. Mais par contre, et les 2 3 minutes de préparation que tu vas me donner, je serai Hmm. focalisé à fond, quoi.
Et puis Bah, c'est ça fait surtout. partie de ton protocole au final, de faire des blagues, de faire l'idiot, le bout en train. Ouais, bon, C'est... à un moment donné, quand même, je fais plus au mondial, je fais pas des blagues 5 minutes avant, hein, quand même, Ouais. hein, faut pas. On n'est pas jusque-là, je suis pas à cet état encore de relâchement extrême. Mais oui, après, il faut, je pense, laisser libre cours quand même à une certaine flexibilité, tu vois, dans ces protocoles et même dans mon protocole de préparation, hein, qui est avant mon apnée, hein. Mes protocoles de préparation, finalement, il tient sur peut-être 5 ou 7 lignes, quoi, hein. Hmm. C'est pas grand-chose. Certains vont chronométrer et faire un protocole à la minute près, tu vois. Ouais. Moi, je suis pas comme ça, quoi. J'aime beaucoup aussi être sur le ressenti et être voilà sur le moment, on va dire présent et ne pas calculer à la minute près. C'est-à-dire qu'il y a des Hmm. fois, bon, bah, j'ai envie de retourner aux toilettes ou j'ai envie de boire ou j'ai envie de, ben, je vais pas m'empêcher de le faire parce que j'ai le truc dans 10 minutes, quoi. Hmm. Voilà. Le Si tu devais confort est. choisir, Guillaume, entre la profondeur ou la piscine, mais tu ne peux plus faire l'un ou l'autre, lequel choisirais-tu? Voilà, la question, elle est compliquée, hein. Eh oui, c'est le but. Alors, en plus, tu me poses la question à moi qui fais les deux. Et, Eh oui, il y a que toi qui est aussi polyvalent. et ouais, mais ben, moi, j'aime beaucoup les deux. Après, pour être très honnête avec toi, la profondeur et je partirais peut-être vers la profondeur un peu plus aujourd'hui parce que je pense que j'ai fait le tour aussi, hein. Il y a aussi ça, hein. Ouais. J'ai fait un peu fait le tour de la piscine aujourd'hui, même si j'aime beaucoup ça, parce que pour moi, la piscine reste vraiment l'endroit où ton esprit compétitif, si tu veux, peut s'exprimer à son plein potentiel parce qu'en fait, on est tous sur la même ligne de départ. Et puis, il n'y a pas d'annonce, il n'y a pas de. Tu vois, Hmm. tu vas jusqu'où tu peux. C'est à celui Hmm. qui tournera les pédales le plus longtemps, quoi, en fait, hein, tout simplement. Donc, en fait, pour moi, l'esprit pure compétition est là aussi où il pourrait y avoir le plus de surprises, tu vois, de révélations, c'est presque en piscine. Enfin, il y a des fois, tu vois des athlètes, ils font des records du monde et tout le monde est là, mais waouh, quoi. Lui, on l'attendait jamais, jamais on l'aurait attendu là, quoi. Et pourtant, ça se fait devant tes yeux, tu vois. Hmm. Et ça, malheureusement, en profondeur, je trouve qu'il y a un peu moins cette touche-là de compétition. Mais aussi parce que la profondeur est quelque chose de plus euh, Risqué. bah, risqué, non, mais je pense que à l'origine, si tu veux, les personnes qui ont créé et qui sont allées vers de la profondeur, c'est un peu comme des personnes, tu vois, qui font de la slackline, quoi, qui sont très cool, mais à la recherche de sensations très fortes et qui font aussi, tu vois, les choses pour elles-mêmes, mais pas dans un but compétitif à la base. Donc, du coup, effectivement, tu as ce jeu d'annonce un peu, d'ailleurs, je trouve, qui est très vicieux, hein, parce que Hmm. on se regarde, tu vois, avant la compétition pour voir. Qui va annoncer quoi. Donc si je rajoute un mètre, parce que moi je peux le faire, tu vois, c'est un jeu qui est un peu malsain, quoi, hein, clairement. Il y a des Donc, embrouilles des fois. Il y a quelques disputes. ben ouais, Tout mais moi comme je à trouve ça. genre quand il y en a un qui dit à l'entraînement combien fait telle personne, alors qu'on a dit sur le bateau, on ne dit pas combien on fait les athlètes. Ouais, Ou comme avant, pendant les championnats du monde en Corse, là, il y avait les top listes, là, les oui, listes de départ, et les profondeurs sont cachées, quoi. ah oui, bah oui, 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 bien sûr. Ouais. Il n'y a que les safety Ah, qui savent à combien ils sont, mais des fois, t'entends, et donc on communique, bah lui, je sais que Molchanov à l'entraînement, il a fait 135, quoi. bah ouais, c'est que du gossip, quoi. Ouais, ouais. Donc c'est un peu Donc, du, ouais, c'est ça, un peu du gossip et du pari, quoi. en fait, ce qui serait super, c'est que l'apnée profondeur se tourne vraiment vers un règlement qui soit pas du tout basé sur des annonces. Peut-être qu'à l'avenir, on y arrivera. Je sais que c'est en train d'être réfléchi un petit peu au niveau de la CMAS, par exemple. On ne sait pas encore, mais peut-être qu'il y aurait des choses qui pourraient sortir. Ça veut dire quoi, Et avec des open lines, par exemple? Genre on met 200 mètres de ouais, ligne, ça serait là. pas des open line, mais par exemple, imaginons que... Et puis je pense que ça pourrait récompenser en plus la constance de l'athlète sur la saison. Donc c'est en fait, tu vas déclarer une profondeur que tu as atteinte et qui est attestée en fait pendant ta saison, donc la saison actuelle. Et puis après, bah, tu pourras, si tu le souhaites, battre ton record de la saison, si tu veux, à hauteur de un pourcentage, tu vois, ou un Hmm. nombre de mètres.
Donc, franchement, les discussions sont encore ouvertes sur le sujet. Je sais que c'est en train d'être discuté, mais ça, c'est vraiment très, très, très critiqué par beaucoup d'apnéistes qui, justement, prônent la notion de sécurité sur les apnées. Mais je trouve qu'aujourd'hui, la notion de sécurité, c'est un peu pareil, quoi. Quand tu annonces 128 mètres alors que t'en fais en fait que 115 à l'entraînement, bon, tu vois, la notion de sécurité, elle est assez vague quand même, hein. Ouais, mais la règle n'est pas respectée. La règle, c'est plus 5 mètres par rapport à ton PB des 3 derniers mois. Alors ça c'est en AIDA. Ah, Euh, chez Kmas, non, c'est pas comme ça? non, en CMAS, tu peux annoncer 10 mètres de plus si tu as envie, quoi, Ah, hein. j'ignorais ça. Je pensais que c'était Ouais, ouais, pareil. ouais. Ça, Ah oui. ça, c'est la règle, effectivement, AIDA. Hmm. Tu peux pas dépasser plus. Mais oui, il y en a qui l'ont fait, hein. L'exemple, ça avait été, je crois, bon, il y en a plein, il y en a plein. Abdel, je crois qu'il avait fait ça une fois. Il avait annoncé pas mal en monopale. Malheureusement, bon, bah, c'était pas passé, mais Abdel est un grand professionnel, donc bon, Hmm. Je pense que on avait quand Abdelatif même. Alouache peut se permettre d'annoncer Oui, ah bah, ce totalement, qu'il fait. Ouais. totalement. Mais bon, après, tu vois, c'est l'impartialité aussi. C'est à quel Hmm. moment, du coup, on donne le droit à un athlète Ouais. et pas l'autre. Donc, c'est aussi ça l'équilibre qu'il faut trouver. Donc, voilà. Donc, si, pour revenir à la question originale, c'était qu'est-ce que je choisirais entre piscine et profondeur à la base? Je pense que je choisirais profondeur aujourd'hui. Profondeur aujourd'hui parce que tu as plus un terrain d'exploration, si je comprends bien. Exactement, c'est exactement ça. Je reste sur Euh, ma. Guillaume, est-ce que tu as une citation préférée? Wow, alors là, je suis très très mauvais là-dedans. Qui peut le moins peut le plus. Voilà, c'est peut-être la plus belle citation que je sais même pas si c'est ça la phrase originale, mais voilà. Non, j'ai vraiment Qui peut le moins peut le plus. Qu'est-ce que tu entends par là? qui peut le plus peut le moins. Non, c'est peut-être l'inverse, je crois, hein. Non, qui peut le plus peut le moins. Ouais, je sais pas. Je sais. Attends, je vais regarder de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux toujours en faire plus? Bah oui, c'est ça. En fait, c'est que effectivement, on a des limites qui sont surtout aujourd'hui mentales, hein, parce que regarde, moi je partais de l'année dernière, 275 mètres en bipalme, bah, j'ai pas réussi à aller plus loin et j'ai pas réussi surtout à dépasser mes limites à ce moment-là. Mais pourtant, eh ben, cette année j'ai fait 298 en bi, Et ça et donnait c'est le record du monde AIDA. exactement. Et là j'ai fait plus que presque 25 mètres de plus, quoi. Donc finalement. Je pense qu'il y a aussi le fait de voir les autres réussir et de se dire, ben, en fait, arrête d'hésiter et vas-y, quoi. C'est aussi ça. Guillaume, j'ai vu que tu avais fait 314. Donc c'est énorme. C'est Ouais. Non 14 mètres de validé, plus que 300. Mais tu as heureusement. pris un carton rouge. Ouais. Ouais, ouais, Euh, bah, j'ai été trop gourmand, hein. C'était sur les derniers championnats du monde, malheureusement. du coup, ces Euh, protocoles, t'as pas fait ton protocole? ouais, bah là, je suis parti en syncope à la surface, hein. Enfin, gros samba syncope. C'était, ouais, on va dire syncope parce que je réimmerge, donc pour moi, c'est une syncope, hein. Là, j'étais Hmm. plus là. Il y a pas de débat là-dessus, hein. Et ouais, bah, dommage parce que j'étais encore présent, j'étais encore là à ce moment-là. Aux 300 mètres, j'ai fait un peu n'importe quoi, donc j'étais quand même certainement un peu cramé aussi à ce niveau-là. Mais j'ai quand même fait voilà, enfin, j'avais le souhait de faire ce virage des 300 mètres et d'essayer de voir où je pouvais aller. Hmm. Ce jour-là, bah, les 314 étaient vraiment ma limite. Ma limite. Voilà, donc j'ai pas réussi à faire le protocole, même si je suis sorti et j'ai commencé à respirer, et puis bah, tout de suite j'ai mis des coups de tête et puis des petits coups de tête dans l'eau, malheureusement. Voilà, donc non, dommage, hein. Dommage, mais oui, je les referai, c'est sûr. Je Eh vais ben, je te finir le par souhaite en tout cas faire le d'établir un tour. nouveau record du monde en apnée dynamique, en monopalme. Merci, ce serait Et chouette, ouais. puis merci à toi de vraiment, hein, c'est sincère, de porter haut les couleurs tricolores de l'apnée. On a vraiment des très grands champions en France et puis t'en fais partie. Est-ce que tu penses qu'un jour tu pourrais avoir un record du monde, cette fois pas en piscine, mais en profondeur? Bah, c'est certain, j'ai envie de te dire, en réalité, j'ai loupé de très peu en Honduras il y a 2 ans en Bipane.
parce que j'étais parti à l'époque, il y a 2 ans, m'entraîner en Dominique. Hmm. Euh, Deep donc Dominica, c'est ça? exactement, dans l'école, dans la structure de Deep Dominica. Et là, j'étais accompagné de Stéphane Toureau aussi, hein, chez qui je vivais à ce moment-là, avec sa chérie Marie. Et donc, et en fait, sur ces 2 mois et demi de préparation, je suis allé à 123 mètres en fait en bipalme. Waouh. Donc, ce qui était juste énorme. Et le record du monde à cette époque-là était de 123. Donc, je l'avais égalisé, si tu veux, à Hmm. l'entraînement. Et il me restait plus qu'à annoncer le record du monde en Honduras. Donc j'ai annoncé le record du monde avec Molchanov à ce moment-là, à la plus grande surprise d'ailleurs de Molchanov qui est venu me le dire après. Qu'est-ce que tu fous? C'était assez rigolo. Alexa, il est venu te dire ça? Ben ouais, bah oui, parce que personne n'était au courant. Donc il y avait Génial, des mec. rumeurs comme quoi je m'étais bien entraîné et comme quoi ça avait super bien gazé et que mais personne le croyait officiellement. Et puis enfin voilà, j'avais réussi à planquer mon truc jusqu'au bout. J'avais même dû jouer la comédie parce que à ce moment-là, Arnaud Gérald, je crois que c'était Arnaud, hein, si je dis pas de bêtises, il y avait la chérie d'Arnaud qui était encore, qui était à côté de moi sur les Hmm. entraînements et qui regardait pour voir. Bah, c'est justement ce jeu en fait, Oui, hein, c'est ça qui est malsain, ouais. Hmm. donc ça c'était très pénible, hein, mais bon, après, c'est le jeu aussi, hein, je veux dire, le jeu compétition est fait comme ça, bon, bah, on l'accepte, hein. Donc j'étais remonté de 116 mètres en ayant prétexté que j'avais fait une erreur et que j'avais pas réussi à récupérer le tag, et puis je l'avais donné sur la plateforme après, tu vois, en Hmm. disant, s'il vous plaît, dites rien. Donc tu vois, C'est marrant parce que les gens, ils respectent ça quand même. Quand un athlète dit rien, les gens disent rien. ben ouais, mais parce que c'est compliqué, quoi. Hmm. Enfin, je veux dire, bref. Donc, 116 mètres plongée d'échauffement et j'étais sorti hyper frais, il n'y avait aucun problème. Donc, j'étais en lice et j'allais pour le record du monde, quoi. Tout se passait bien, sauf qu'en fait, bah, je suis tombé enrhumé 3 jours avant le championnat du monde pour l'immersion libre. Et du coup, dommage parce que là, j'avais beaucoup plus de 107, 113 mètres ce jour-là dans les bras et j'aurais pu aller beaucoup plus profond. Et la médaille d'or, c'était joué à 116, je crois. Donc j'étais un peu déçu, mais bon, après, c'est le jeu, hein, c'est comme ça. Et je me réservais pour annoncer quelque chose de méga gros sur le bi. Donc j'avais annoncé le record du monde et puis bah, il m'a échappé entre les doigts parce que bah, le matin de mon bipalme, mes sinus, autant te dire qu'ils braillaient dans tous les sens. Le fait de compenser, j'avais les sinus qui sifflaient, mais c'était Ah une oui. catastrophe. Mes oreilles passaient à peine, donc bah, quand tu dois plonger, tu dois mettre un peu plus de pression. Donc ben, quand tu mets plus de pression sur les sinus, tu mets aussi bah, involontairement plus de pression sur la glotte et le risque de fuite est plus important. Hmm. De ravaler son mouthfeel. Et voilà. Et donc ce qui s'est passé, hein. Donc je suis quand Et t'as même ravalé parti. à combien? Ouais, j'ai ravalé tout de suite, hein. Je pouvais pas en fait faire mon mouse feel correctement. J'avais une Ouais. sensation T'es de t'es sorti à pression au 50, niveau des 60, quoi. sinus. Je suis quand même descendu à 100 mètres, hein. Ah ouais, bien. Je suis quand même descendu à 100 mètres, mais bon, bah, j'ai fait un petit signe à la caméra à 100 mètres en disant bah désolé, c'est là, mais je peux pas y aller. C'est comme ça, on est obligé de faire demi-tour. Puis j'étais remonté et puis voilà quoi. Mais Hmm. bon, donc oui, non, j'ai espoir de le faire évidemment. Je pense qu'un jour le record du monde m'appartiendra. En tout cas, je me le souhaite, je l'espère de tout cœur. Je touche du bois même. Hmm. Mais voilà, pour l'instant, j'ai aussi ce double parcours qui est très prenant. Pour l'instant, et c'est ça que je reproche aussi à la CMAS aujourd'hui, c'est de ne pas avoir un calendrier suffisamment coordonné, parce que je pense que les athlètes aujourd'hui auraient tout intérêt à faire piscine et profondeur, hein. Ça créerait vraiment, si tu veux, des saisons complètes et vraiment professionnelles, quoi, Hmm. au niveau des performances. Et puis, quand tu sors d'une saison piscine, en toute honnêteté, si tu as 6 mois pour te préparer, ou 4 ou 5 mois derrière pour te préparer en profondeur, mais tu as largement de faire tout ce qu'il faut pour perfer correctement. Sauf que quand tu as 2 mois et demi, voire maximum 3 mois, et que tu pars de zéro, ben, autant te dire que passer de zéro, parce que tu n'as pas replongé depuis,
à plus de 120 mètres, bah, c'est presque mission impossible, quoi. Mais bon, on y arrive, hein, mais... Non, mais en Donc, tout cas, tu ta double m'entends? casquette, elle est extrêmement impressionnante. Et je te le souhaite d'avoir un jour le record du monde bipalme. On le rappelle, c'est Arnaud Gérald qui l'a réalisé au Vertical Blue il y a quelques semaines avec 126 mètres. Ouais, un grand bravo d'ailleurs, hein, Donc putain. grand bravo à Arnaud. Et puis sinon, l'année dernière, c'était 125 mètres. C'était Alexei Molchanov qui l'a réalisé en Corse. C'est ça. Là, j'ai eu la chance de le voir en direct et de l'interviewer. C'était super sympathique. Et puis en 2026, on aura Guillaume Bourdilla avec 127 mètres en bipalme. On lance le Ouais. pronostic. Bon, alors, il faut quand même que les interlocuteurs sachent qu'on ne dit pas Bourdilla. Ah, comment on dit? Bourdilla? On dit Bourdilla, ouais. Moi, je vous dis Bourdilla. Il n'y a Bourdilla qu'un depuis. L. C'est pas très grave, hein. Mais je te le dis Guillaume maintenant, avant Bourdilla. que l'interview se termine, sinon tout le monde va m'appeler Bourdilla après. Ce qui est déjà un peu le cas quand même, hein. Tu sais quoi, dans l'introduction, je vais bien préciser Guillaume Bourdilla. Exact. Tu pourras le faire, ouais. Euh, Guillaume, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée à laquelle tu aurais aimé répondre ou est-ce que tu as un message qui te tient à cœur que tu aimerais faire passer sur l'AFF? Bah, écoute, le message, je pense, c'est n'ayez pas peur de venir découvrir l'apnée. Ça, c'est le plus grand message parce que moi, j'étais un grand peureux en fait, hein, à la base, hein, ça, on n'en a pas parlé, mais j'avais une grosse phobie des profondeurs et ben finalement, plonger en profondeur et faire de l'apnée m'a permis de dépasser cette grosse peur et cette phobie que j'avais à la base. Et puis, en toute honnêteté, l'apnée, c'est pas. Et c'est ça qui est un petit peu dommage aussi dans la communication des athlètes aujourd'hui, c'est que de nos communications aussi, hein, parce que je m'inclus dedans, c'est qu'on ne montre que des grandes performances et les gens ont du mal à s'identifier à ces grandes performances et donc se disent que c'est quelque chose qui est réservé seulement à une certaine élite, ce qui n'est pas du tout le cas. Peu importe l'âge, peu importe. Alors bon, évidemment, à part vraiment grosse contre-indication au niveau maladie, tout le monde peut pratiquer et tout le monde serait extrêmement surpris, je pense, du temps qu'on peut passer sous l'eau. C'est vrai. Je pense d'ailleurs à mon élève Régine, qui a 75 ans et qui Ah plonge à bah ouais, 25 mètres en apnée. Donc il n'y a pas d'âge pour pratiquer ce magnifique sport qui est d'abord un sport bien-être et exact. qui aide à avoir un mental beaucoup plus calme et serein même au quotidien. Donc n'hésitez pas à contacter votre club FFESSM ou le club AIDA à côté de chez vous. C'est ça, le club d'apnée, on va dire plus largement. Eh ben, merci énormément Guillaume pour ta participation. On te souhaite le meilleur et je te souhaite surtout des nouveaux records du monde et des nouvelles médailles autour du cou. Eh ben, écoute, merci beaucoup à toi de m'avoir reçu en tout cas sur ce podcast. C'était très sympa. Et puis bah écoute, au plaisir de te recroiser, te croiser sur les compétitions, les événements ou même à côté. Hey hey hey, petite conclusion râpée, parce que j'adore ça, mais du coup est-ce que conclusion ratée? En tout cas, j'espère que le P41 vous a régalé, que vous l'avez kiffé. Guillaume Bourdilla, et non Guillaume Bourdilla, retiens ça mon gars. En vrai ce mec est waouh, polyvalence assurée en mode fusée horizontale ou verticale, athlète chimère non banale, performance de niveau mondial, style de gentilhomme, mais en compète, v'là le vandale, toujours sourire mental à la Jean-Claude Van Damme, qui quitte le CO2, là comment est fier le groupe Duval, médaille autour du cou. Il paie le prix du courage, le mec s'entraîne de dur, il court avec courage et nage, et entretient la gagne, déterminé à gagner, pas besoin de coach pour le stress se gérer, depuis petit en compétition, son mental est programmé à gagner, il a pas peur de l'annoncer, un jour demain peut-être, record du monde en profondeur, il compte bien le rajouter dans son cœur, il palme 126, 127 ou 128 mètres, ça fera mal, mais dois-je vous le rappeler, le mec a le mental. Guillaume Bourdilla, Guillaume Bourdilla, Guillaume qui. Allez les gars, je vous laisse sur ça. J'espère que vous avez kiffé cet épisode de la Free Living Family. C'était Julien Moreau pour vous. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode avec des gens passionnants, des gens qui ont des choses à nous raconter. Je vous aime fort. Bisous, cœur et CO2. Abonne-toi et partage à tes amis dans les clubs d'apnée. Bye bye.